messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire avec l'hôpital d'Al Al-Diam débordé par la troisième vague de l'épidémie du coronavirus. À suivre dans ce 20h une immersion de nos reporters dans ce centre de traitement où tous les lits en réanimation sont occupés. Pendant ce temps, le point du jour fait état de 15 morts. 681 nouveaux cas ont été enregistrés par les services du ministère de la Santé. Démarrage des épreuves du BFM ce lundi au Sénégal. Nous irons à Kaolack où les autorités entendent mettre en place un dispositif pour éviter tout risque de contamination au coronavirus. Et puis c'en est fini pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les États-Unis trônent en tête du tableau des médailles avec 113 dont 39 en or. Le Kenya, premier pays africain, est classé 19e avec 10 médailles dont 4 en or. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Près de 60 personnes sont mortes depuis la troisième vague à l'hôpital d'Al Al-Diam. Des femmes enceintes et des jeunes pour la plupart. Pour l'heure, 5 cas graves en réanimation donc occupent les 5 lits disponibles et 71 patients sont tous sous assistance respiratoire dans l'établissement. Immersion donc dans ce centre de traitement des épidémies de l'hôpital avec nos reporters Omar Bow et Ahmadouba. Nous sommes au cœur du centre de traitement des épidémies de l'hôpital d'Al Al-Diam. Ici, c'est la zone rouge. Donc ici, on a les patients. Ici, les malades se comptent par dizaines. 71, c'est le nombre de patients sous assistance respiratoire. Des malades cloués sur leur lit. Leur respiration témoigne des rigueurs de la pandémie. Après les patients sous assistance respiratoire, cap sur ceux en réanimation. Ils sont au premier étage. Ici, le silence n'est troublé que par le bruit des machines. 5 lits disponibles, tous occupés par des femmes enceintes. Elles, qui très souvent passent de vie à trépas, selon le docteur Fatima Taba. Elle est médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital d'Al Al-Diam. On perd certains, mais beaucoup s'en sortent également. La particularité de cette troisième vague est qu'on a beaucoup de cas de détresse respiratoire, de cas de Covid grave, mais aussi on a beaucoup de jeunes et des femmes enceintes. D'accord ? Vous savez, les autres vagues, c'était plus des jeunes avec des comorbidités ou des personnes âgées. Mais on a remarqué que maintenant, on a des jeunes de 28 à 50 ans qui n'ont aucune comorbidité, mais qui font quand même des formes graves. Et on a eu beaucoup de femmes enceintes aussi. La patiente juste à côté, c'est une femme enceinte. On a dû lui faire une césarienne pour sortir le bébé. Elle était en détresse respiratoire. Donc on a fait la césarienne, on a sorti le bébé et on a dû la mettre sous assistance respiratoire. Elle est intubée, ventilée. Le bébé est à la néonatologie, d'accord, parce que c'est un prématuré également. Et la maman est dans un état quand même très grave, parce qu'elle est sous assistance respiratoire, elle est intubée, ventilée, elle a fait une atteinte très sévère au scanner. Au-delà des morts, la prise en charge est aussi difficile, tonne le responsable du CTE. Pour Louise Fortes, le personnel soignant est au bord du gouffre. Nous sommes entre guillemets assez rodés dans cette prise en charge-là, mais il faut dire qu'à l'heure actuelle quand même, la fatigue, comme on dit, le burn-out commence à se faire sentir. Et on ne sait pas du tout quand est-ce que cette troisième vague, en tout cas le nombre de cas, va diminuer au niveau national. Le directeur de l'hôpital d'Al Al-Diam, Moussa Samdaf, révèle que la troisième vague a causé plus de morts que les 2 précédentes. Merci à vous Omar Mbow et Ahmadouba. 15 nouveaux décès annoncés ce jour par le ministère de la Santé. Sur 4093 tests effectués au coronavirus, 681 nouveaux cas ont été notés. 69 malades sont en réanimation.
Puis retenez que 1 569 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne. Puis retenez également que le docteur Babacar Gueye, directeur de la maladie et responsable de la prise en charge des malades traités à domicile, soutient que 84% des patients guéris de la Covid-19 ont été suivis et soignés à domicile. Le Sénégal, blacklisté par des pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée, Aminata Touré estime que ce sont des pays souverains qui en ont le droit. Toutefois, l'ancien Premier ministre souligne que le Sénégal a très tôt joué la carte de la transparence dans la gestion de cette pandémie, ce qui n'est pas le cas pour certains pays. Elle était l'invité du grand jury de ce dimanche avec Georges Déthié Diop. L'appeler blacklisté, bon, c'est des pays souverains qui ont le droit de prendre des mesures. Mais ce qu'il faut reconnaître pour le Sénégal, c'est quand même le Sénégal a dès le départ joué la carte de la transparence. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Chaque jour, on a une évaluation journalière, comme je le dis, du nombre d'infections, de décès. Tout le monde ne le fait pas en Afrique. Nous sommes parmi les rares à le faire et je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, bon, il y a également... D'autres pays font la même chose, même si les statistiques sont faibles, peut-être. Pas tous. Le Sénégal a pris cette option. Et je pense que c'est une très bonne chose de faire face à la réalité. Mais le Sénégal, quand même, s'est battu et doit continuer à se battre. C'est le sens de notre discussion d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 101 millions de personnes infectées dans le monde. Et on a perdu 4 270 000 êtres humains face à une pandémie qui est arrivée soudainement et, comme je l'ai dit, qui a pris les pays de court. Notamment nos pays qui étaient en pleine construction de leur système de santé, en plus des différentes disons, maladies qui existent, il fallait très très rapidement faire face à cette pandémie-là. Et je pense que le Sénégal s'y est quand même bien pris, très très vite. Je pense des mesures qui ont été également des mesures très très difficiles pour les Sénégalais, il faut le reconnaître. Mais il fallait les prendre. Et je pense que si on ne les avait pas prises, peut-être qu'on aurait eu une situation encore plus difficile aujourd'hui. Mais c'est un combat continu et il faut vraiment mobiliser tous les Sénégalais. Parade de sensibilisation sur le respect des gestes barrières et la promotion de la vaccination contre la Covid-19 avec distribution de masques et gel hydroalcoolique. C'est une initiative de l'Alliance nationale des communautés pour la santé, ANCS, en collaboration avec la région médicale de Thiès. Les équipes ont investi les Louma des localités de Méré, Pékès et Tilmara pour distribuer donc du matériel de protection et sensibiliser également les populations à aller se faire vacciner. On voit cela dans cet élément signé Cheranta Diop et Seyla Tir. Sensibilisation sur le respect des mesures barrières, inciter les populations à aller se faire vacciner. La région médicale de Thiès et des membres de l'initiative des communautés pour la santé mènent une vaste campagne de sensibilisation. Des équipes bien formées ont investi les Louma, marchés hebdomadaires des localités de Ngaïméré, Pékès, Niakhène et Thilmakambakol pour distribuer des masques et gel hydroalcoolique. Nous sommes dans une parade de sensibilisation sur les gestes barrières, mais également sur la promotion de la vaccination. La parade nous a mené de Thiès à Ngaï, de Ngaï à Pékès, et aujourd'hui nous sommes à Kilmaha pour communiquer avec les populations. Nous avons ciblé les Louma pour aller trouver un maximum de personnes, pour leur demander de mieux observer les gestes barrières, mais également de les rassurer quant à la vaccination et des possibilités qu'elle offre en termes de protection, surtout des cas graves. Le médecin-chef du district sanitaire de Ngaïméré a saisi cette opportunité pour lancer un message fort à l'endroit des populations. La vaccination est essentielle dans la lutte contre la propagation du virus. Nous lançons comme principal message, c'est de venir massivement se faire vacciner au niveau de toutes les structures du district sanitaire de Méré. Nous insistons également pour dire qu'avec la vaccination, cela n'empêche pas le respect des mesures barrières. Les habitants de ces localités l'ont bien compris, surtout que dans cette partie du Cayor, beaucoup de décès dus au coronavirus sont enregistrés.
4322 candidats vont subir des épreuves du BFM pour la surveillance. 522 enseignants sont mobilisés. Dans ce contexte de Covid-19, les autorités de Kaolack veulent organiser cet examen sans aucune contamination, avec également l'appui du Mouvement national pour le patriotisme et le développement social qui s'est engagé à côté de l'IEF en donnant 6000 masques et gel hydroalcooliques. On voit cela dans cette correspondance signée à Pape Mbaye et Faligay. L'objectif, c'est protéger les candidats et les surveillants qui doivent se retrouver dans les centres d'examen. Le Mouvement national pour le patriotisme et le développement social s'engage dans cette lutte contre cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec ces lots de masques et de gel qui va permettre à tous les candidats, en tout cas, de respecter ces mesures barrières. En tout cas, tous les candidats, les 4000 et quelques candidats auront leurs masques et les gels aussi seront disponibles dans les différents centres d'examen. Ce sont au total 4322 candidats qui vont se pencher sur les épreuves. Le secrétaire général de l'IEF explique. Nous avons présenté 4322 candidats avec un personnel enseignant qui s'élève à 522 enseignants mobilisés pour la surveillance. C'est pourquoi ce geste que le docteur vient de faire peut être apprécié vraiment dans ce contexte de pandémie parce que nous en avions besoin et il fallait rassurer les candidats du point de vue sanitaire. Pour un bon déroulement de l'examen du BFM, tous les centres inondables ont été délocalisés selon l'inspection académique. Nous allons au nord du pays à présent, à Saint-Louis. Le diabète touche plus de 10% de la population. Pour faire reculer ce taux de prévalence très élevé, le projet diabète est mis en place pour stopper donc la flambée de cette maladie qui occasionne chaque semaine plus de 3 amputations. On voit cela dans cet élément signé Ousseynou Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, chaque semaine, on enregistre 3 amputations de patients du diabète au centre hospitalier régional. Un nombre qui risque d'augmenter si rien n'est fait pour arrêter la flambée de cette maladie dans la région nord. Des partenaires nationaux et internationaux ont mis en place le projet diabète. Nous avons remarqué avec les études que Saint-Louis constitue une ville charnière du diabète puisque le taux de prévalence est le taux le plus important au Sénégal. Et il faut dire que c'est la première fois qu'un projet d'une telle envergure est mis en place et qui est... Ce projet prône l'amélioration de la prise en charge de la maladie dans le département de Saint-Louis. Cette rencontre est venue à son heure dans la ville de Mamkumbabang où environ 30 000 à 40 000 personnes ont contracté le diabète avec un taux de prévalence le plus élevé du Sénégal et qui est supérieur à 10%. Avec à Saint-Louis, alors le taux dépasse déjà 10%. Alors que la moyenne nationale gravite autour de 3,42%. Ce qui veut dire que c'est un réel problème ici à ce niveau. Et les taux d'amputation sont assez considérables, assez alarmants, de sorte que en fait, ce projet-là est très nécessaire. Donc le projet diabète est un projet qui vise à l'amélioration de la prise en charge du diabète et de ses complications dans le département de Saint-Louis. De voir comment les améliorer pour l'atteinte de tous ces objectifs d'ici la fin du projet et également de mettre en synergie. Le projet mis en place par l'ONG Humanité et Inclusion vise à améliorer la prise en charge des patients et à réduire la fréquence des complications liées à la maladie dans le département de Saint-Louis. D'autres ONG et structures étatiques soutiennent le projet dans la région pour soulager les dizaines de milliers de malades. Nous allons à l'est du pays avec le professeur Marita Ounian et le ministre des Forces armées Sidiki Kaba qui prône une cohésion sociale au Sénégal pour mieux profiter des ressources pétrolières et gazières. C'était lors d'une conférence publique à Tamba. Nous les écoutons avec Moussa Omar Gueye et Amadou Diédiou. Qui me paraît être important, la paix, la sécurité de notre pays. À un moment où on va connaître le pétrole, où on deviendra pays pétrolier et gazier dans tous ces pays. S'il y a eu des difficultés, c'est parce que tout simplement, on a divisé pour régner. Et dans tous ces pays dont on parle, où il y a le pétrole, vous verrez qu'il y a la difficulté pour donner la quinine, pour donner la nivaquine, pour donner le doliprane. Mais les armes les plus sophistiquées sont entre les mains des combattants dans la forêt. Où l'on te prie, c'est ça la question fondamentale. Pour un bien qui est un don du ciel,
Ce pétrole, le professeur Abdelaziz Tandian l'a dit, il existe sous terre depuis des millions et des millions d'années. C'est aujourd'hui, sous le magistère des magistères, que ce pétrole, on en parle. Et on oublie. Il n'est même pas sur le sol. Il est loin de nos côtes. Et il y a des milliers, et il peut préciser la profondeur où on va chercher ce pétrole. Quand on entend tout, et qu'on en confond l'exploration et l'exploitation, l'on comprend que les fake news, la désinformation peut installer la division qui n'est pas nécessaire alors qu'on n'est pas arrivé à l'exploitation de notre pétrole. Cette alerte à présent, le barrage de Diop-Kounda Maka risque de céder à tout moment. Il est complètement impraticable et les populations de Koulibantang dans le département de Goudomp réclament sa réhabilitation. Également le bitumage de la route Sandiri-Koulibantang. On voit cela dans cette correspondance signée à Bakary Conté et Khaligame. Les populations de la commune de Koulibantang réclament le bitumage de l'axe Sandiniéry-Koulibantang-Bantandian et la réhabilitation du barrage de Diop-Kounda Maka qui peut tomber à tout moment. Il y a un problème qui gangrène la commune. D'abord, il y a l'absence de bitumage de la route Sandiniéry-Koulibantang-Bantandian en passant par Sareyoba-Diega. Le problème de notre barrage qui nous relie le département de Goudomp et le département de Sédhiou, qui est en même temps le cordon ombilical de la commune de Koulibantang. L'État doit venir pour au moins essayer de voir comment régler cette question, parce que ça devient maintenant une priorité pour les populations. Les évacuations sanitaires posent problème dans la zone. Ici, le constat est là, c'est un constat amer. Et les évacuations des femmes, les personnes malades, nous avons un problème d'évacuer les femmes vers les centres hospitaliers. Donc c'est un problème. Donc ce qui s'est passé l'année passée ici au niveau de la commune, on a vu qu'il y a une perte de vies humaines et les populations déplorent cette situation. Koulibantang réclame l'achèvement des travaux de construction du collège et la création d'un lycée. Le CM est là, presque le CM est inachevé. Donc de Saré Alal Saré Sadio Bantandian, d'autres élèves ils vont vers Sareyoba. Et pourquoi pas rester ici? Nous avons 15 écoles élémentaires, donc on a besoin d'avoir un lycée pour au moins que les enfants puissent faire leurs études ici au niveau de la commune de Koulibantang. Pas de réseau téléphonique ni d'électricité. Nous demandons quand même aux autorités de voir comment trouver des partenaires pour solutionner cette question. C'est une question qui nous tient à cœur. Depuis plusieurs années, les populations du Pakao ne cessent de demander la réhabilitation du barrage de Diop-Kounda Maka qui est en état de dégradation très avancé et peut céder à tout moment. Malgré tout, le ministère des Infrastructures routières tarde à prendre en charge cette vieille doléance des populations du Pakao. Bakary Conté, la construction de la mosquée de Keur-Sering, la mosquée Keur-Sering Touba plutôt à Rufisque avance à grands pas. L'infrastructure va coûter plus cher que prévu, d'où l'appel lancé par le comité de suivi aux talibés mourides et également aux sociétés implantées dans le département. Pour en savoir davantage, je propose de suivre ce reportage signé sur place à Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Lancé en avril 2018, les travaux de la mosquée Keur-Sering Touba de Rufisque avancent à grands pas. Le taux d'exécution est évalué à 90% et le plan proposé par l'architecte est respecté. Ils n'espéraient pas avoir ce qu'ils ont eu, parce que quand ils étaient venus la première fois dans mon bureau, ils ne pensaient pas qu'au bout de 1 ou 2 ans, ils allaient atteindre ce niveau-là. Mais maintenant, je pense qu'ils ont fini presque le gros œuvre. Le gros œuvre est fini, je pense, à 90%, parce que ce qui reste, c'est la dalle pour fermer et monter ce qu'on appelle les sorors là, en termes de les minarets. Donc voilà, ça a tellement vite progressé. Et ça, c'est la contribution de tous ceux qui sont des talibés mourides, même hors talibés mourides. Je pense qu'il y en a qui ont contribué. Tous les musulmans ont contribué, même les chrétiens. Le budget principal, qui était 1,1 milliard de francs CFA, est dépassé. Le coût total doit atteindre 2 milliards. Les talibés et bonne volonté sont appelés à se mobiliser. Pour Dieu d'abord, avant Serigne Touba. Donc toute personne qui croit en la foi doit contribuer pour que cette mosquée aille le plus rapidement possible. Et j'appelle aussi
Là, c'est possible qu'il est là, il y a une cimenterie qui est prête et je pense qu'il contribue très bien. Il continue aussi à les aider parce que cette mosquée, c'est une référence pour eux aussi à Touba. La date de livraison de l'infrastructure est prévue dans 8 mois, à condition qu'il n'y ait pas d'autres perturbations. Construire des centres islamiques pour éviter la mendicité des talibés et participer à l'emploi des jeunes, c'est la mission que s'est fixée Cherif Moussa Aïdara, Khalif de Cheikh Sidia. Il a construit 2 établissements de cette nature pour atteindre son objectif. On voit cela dans cet élément signé Habib Faye et Mardia. 2 instituts islamiques au Sénégal pour perpétuer l'œuvre de son père, Cherif Satna Aïdara, le calife de Castor, décédé lors des événements 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie. Son calife actuel veut enrôler 800 enfants. C'était de partager cette spiritualité, cet amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'ensemble du peuple sénégalais. Il était le pont spirituel entre les 2 pays. La preuve, il avait des écoles coraniques ici au Sénégal et des écoles coraniques en Mauritanie. Je suis en train de construire un centre islamique au niveau de Saint-Louis, à côté de l'université Gaston Berger. Et j'ai aussi un terrain qui m'a été attribué au niveau de Thiaroye, l'un à Saint-Louis et l'un à Dakar. Fini la mendicité pour ces enfants car ils seront aussi formés sur beaucoup de métiers. Il aura une capacité de 300 élèves, 300 enfants. Et pour le centre de Dakar, il aura une capacité de 500 élèves par année. Donc avec en fait, l'objectif, c'est de pouvoir former des milliers et des milliers de jeunes et leur offrir aussi des métiers parce que au niveau du centre, ils vont apprendre des sciences islamiques, ils vont apprendre aussi d'autres métiers comme l'informatique et tout ce qui est mécanisme et autres. Les maîtres coraniques l'accueillent à bras ouverts et comptent mettre en place un système pour endiguer la mendicité des enfants talibés. xale mu jàng sa daara mu wóor la ne bu duggee ci kër gi am ndeyu daaram boobu fa lay añee wala bu reer jotee mu reer wala bu ndekki jotee mu ndekki bu heure jàng jotee mu dem jàngi loolu du jar xale bi di yalwaani yenn coono yi ci wàllu yalwaan. Cherif Satna, figure historique du Sénégal et de la Mauritanie. Son souhait est réalisé aujourd'hui par son fils. L'ouverture de ces centres est prévue en 2022. En mode culture à présent, avec les conséquences de la Covid sur les activités des artistes, les acteurs culturels sénégalais vivant à l'étranger sont durement touchés. Nos reporters ont rencontré l'artiste Abdoulaye Dian, plus connu sous le nom de Laye Ananas. Il nous revient ici sur ses contrats annulés et ses spectacles reportés, ce qui est un sérieux coup de frein à ses activités. Le moment est venu donc, dit-il, pour les artistes de chercher d'autres alternatives pour s'en sortir. Ibou Youssou Baro. Sur la scène internationale, ces artistes sont considérés comme des porte-drapeaux, des ambassadeurs de la culture sénégalaise durement touchés par l'effet de la Covid-19. Parmi ces citoyens qui sillonnent le monde, figure Laye Ananas. À l'image des autres secteurs, nous sommes très touchés par la Covid-19. Personnellement, j'avais des dates pour 13 pays européens. J'ai juste fait 2 pays à cause du coronavirus. On a annulé les événements. J'avais également des contrats avec les mairies en Norvège. Et hélas. Laye Ananas, un acteur très présent sur la scène internationale. Ces activités ont connu un coup d'arrêt avec l'impact de la pandémie. Avec ce contexte, on a besoin de soutien. C'était déjà compliqué avant la pandémie. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des contacts pour s'en sortir. Des dates annulées, des festivals reportés, Laye Ananas a saisi l'occasion pour retourner au pays pour encadrer les jeunes. Je suis resté un bon moment à l'étranger. Je suis donc revenu à Dakar dans le cadre de la promotion de Lions Africa, mais nos activités sont perturbées avec l'effet de la pandémie. Laye Ananas et son groupe Lions Africa sont revenus au Bercail pour aider les jeunes artistes à découvrir la scène internationale, d'autres projets en perspective pour mieux faire connaître le groupe au Sénégal.
Puis les rideaux sont tombés sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les États-Unis, donc, qui trônent en tête du tableau des médailles avec 113, dont 39 en or. Le Kenya, premier pays africain, est classé 19e avec 10 médailles d'or, 10 médailles plutôt, dont 4 en or. Et puis retenez que les prochains JO se tiendront à Paris. Ce sera en 2024. Et puis retenez que Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone ce matin. Beaucoup d'émotions chez la Pulga qui a passé 21 années dans ce club catalan. Lionel Messi qui devrait rejoindre d'ici très peu l'équipe française du Paris Saint-Germain. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.